Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, en temps universel. Grand oral pour 7 membres du gouvernement, le 28 septembre 2023 à Yaoundé. Il était question pour chacun d'eux de faire le point sur la mise en œuvre des prescriptions du président de la République en mars 2022. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait le point sur ce qui a déjà été fait jusqu'à ce jour. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a annoncé avoir reçu 3812 dossiers d'intégration pour les promotions 2022 de certaines grandes écoles. 3702 lauréats de ces promotions sont déjà titulaires d'un matricule. 3177 sont définitivement intégrés à la fonction publique. Le ministre Joseph Lé fera également la révélation selon laquelle l'organisation mise en place par ses services en 2022 a permis le traitement de 16 166 dossiers en 30 jours seulement. S'agissant des salaires, le ministre des Finances a fait savoir que le système de 2 tiers n'existe plus depuis mars 2022. Paul Motazé a également fait savoir que les indemnités de logement sont désormais régulièrement payées. L'appurement de la dette des rappels est progressif, soit 3 milliards de francs CFA par mois. Selon le gouvernement, 93 000 enseignants du secondaire ont déjà bénéficié des effets des mesures prises par le président de la République en 2022. Comment comprendre donc que le dialogue social continue de piétiner? Les enseignants, face aux promesses non tenues, continuent d'exiger la signature de leur statut particulier et le paiement intégral de la dette. Revendication des enseignants, notre réponse du gouvernement, c'est le fait du jour, madame, monsieur. Pour répondre à cette thématique, voilà, ce problème que nous posons en débat ce soir, Yves Abama est sur ce plateau. Bonsoir Yves. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis heureux de porter la voix du RDPC une fois de plus sur votre plateau où j'ai vraiment mes habitudes. Je suis heureux de le retrouver et heureux de participer au débat. Vous ne portez pas la voix des enseignants ? Ben si, je porte la voix des enseignants parce que j'en suis un, mais je suis sur le plateau ce soir beaucoup plus comme représentant de mon parti. C'est vrai que ce sera difficile, c'est difficile de se départir de sa profession, mais je suis d'abord là comme représentant de mon parti. Voilà. Bonsoir Brice Dulaco. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir également à tous ceux qui sont ici présents sur ce plateau pour cette autre dégustation intellectuelle. Je voudrais, comme un rituel, Serge Alain tout, saluer tous mes compagnons de lutte politique qui sont sortis il y a de cela quelques heures et que nous avons eu l'honneur et la primeur d'accompagner le régional Christian Massouma dans leur accueil à notre siège régional à Grand Moulin d'Erdo. Et nous avons été particulièrement marqués par le fait que tous ont témoigné leur gratitude envers le parti, du fait que les militants du parti, les responsables d'unité, les communaux, les départementaux et particulièrement les membres du directoire national du MRC ont contribué depuis 3 ans jour pour jour pour qu'ils soient dans les meilleures conditions en prison. Donc, de deux, ils ont témoigné leur gratitude envers le MRC du fait que toutes ces personnes que je viens de citer ont contribué fortement pour que leur famille biologique et même politique, puisqu'ils viennent des unités de base, ne soient pas abandonnés. Ils ont témoigné du fait que le MRC a accompagné leurs enfants dans leur scolarisation, que le MRC a accompagné leurs enfants dans leur nutrition, dans leur encadrement psychologique, pendant les 3 ans d'emprisonnement, d'otages, je voudrais dire, qu'ils ont passé entre les mains de la dictature. Et je voudrais dire ce soir, reptilienne bien sûr, et je voudrais dire ce soir
que les Camerounais doivent être fiers de militer pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Okay. Et ce soir, avec beaucoup d'honneur, nous avons accompagné le régional Christian Massouma dans l'accueil de ses compagnons de lutte politique. Merci. Merci de nous avoir invités. Bonsoir, Dr. Dusan. Saint-Jean, bonsoir. Je dis bonsoir aux co-discutants. Je salue avec le respect les nombreux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Merci de suivre ce débat ou bien cette thématique utile pour la construction de notre nation. Voilà, thématique utile, tu restes donc avec vous, vous avez sorti des mots. En quoi c'est utile? Saint-Jean, je voudrais commencer cette émission par une digression faite par le général Hitler. Il disait ceci lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit, tous les citoyens doivent porter les armes. Il a dit, sauf les enseignants qu'on devrait mettre dans les casernes. Alors, son collaborateur à côté lui a dit, mais monsieur le général, pourquoi les enseignants doivent être gardés dans les casernes? Il a dit ceci, si nous perdons la guerre, ils vont reconstruire la nation. Et si nous gagnons la guerre, ils vont conquérir le monde. Voilà les propos tenus par Hitler. Cela dit, ce genre-là... Une minute, docteur. Oui. Vous avez suivi l'émission d'hier? Bon, je ne suis pas suivi, j'étais en cours. Il y a un enseignant au lycée de Kakatare à Marois qui devait était convoqué à la brigade de recherche de ce côté-là. Il s'est rendu là-bas hier, 8h, en compagnie d'une quinzaine de collègues. Et qui est-ce qu'il trouve devant lui, qui devait l'entendre? Son ancien élève de terminale. Voilà. Alors, c'est pour dire, ce genre-là, cette image que vous reflétez témoigne à suffire que nul ne devient rien sans passer par devers un enseignant. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, ce genre-là, que même dans les piliers qui construisent une nation, il y a d'abord l'éducation. Parce que un pays sans éducation, c'est un peu comme un vélo sans guidon. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de construction de l'État. Parce que, regardez aujourd'hui, ce genre-là, l'image que vous évoquez me permet de convoquer une autre image du chef de l'État lui-même. Ouais. Il est à Ebolova. Ah oui, il est à Ebolova. Ouais. Je vais dire à mes collègues aujourd'hui, il y a ces deux images, l'image du président de la République au comice et l'image de Asiakou. Il s'appelle Asiakou Malam Issa. Voilà. On présente au lycée au chef de l'État son maître de l'école primaire, qui, ces gens-là, ont été presque agonisants. Mais vous avez vu le geste du chef de l'État à l'endroit de son maître d'école primaire. Je crois que si ce monsieur a encore vécu, parce qu'après cela, il a encore fait près de 9 à 8 ans de vie, mais il est décédé plus tard. Je pense qu'à la faveur du geste du chef de l'État, cet enseignant a encore vécu pendant longtemps. Il aurait pu trépasser depuis longtemps. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces gens-là, quand on néglige un enseignant dans un État, ça veut dire qu'on néglige l'État. Vous comprenez avec moi que vous avez vu, je suis parti de la digression sur le chef de l'État et sur bien d'autres cas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans le cas aujourd'hui de la revendication de nos jeunes, de nos collègues, on va les appeler collègues, c'est-à-dire que de l'enseignement secondaire, on se rend bien compte qu'il n'y a pas eu un acte d'anticipation et il n'y a pas eu un acte de respect des prescriptions présidentielles. Parce que nous nous rappelons que le chef de l'État avait prescrit la résolution de ce problème. Mais comme d'habitude, les gens mettent toujours à mal ces prescriptions. Ces gens-là, qu'est-ce qui ne justifie pas que le problème n'étant pas résolu en 2022, en 2023, nous avons une rentrée de 2023-2024. Mais le ministre, madame le ministre de l'enseignement secondaire, à mon sens, devait anticiper. C'est-à-dire, avant la rentrée, commencer à voir dans quelle mesure, ne serait-ce que de manière cosmétique, commencer à régler les problèmes des enseignants. Même si, écoutez, on n'en demande pas trop. C'est-à-dire que si, avant la rentrée, elle avait convoqué les états généraux de la rentrée, en invitant les proviseurs et tout, en leur disant, OK, bon, par rapport au mouvement en présence, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela n'handicape pas et ne cause pas désamorcer la bombe pour que la rentrée soit effective. Ces gens-là autour, moi je suis enseignant d'université. Je vais revenir sur le cas de l'université, mais je vous dis déjà qu'un enseignant peut être présent au cours. Il vient en présentiel, mais il ne fait rien, il bavard, il cause avec les élèves. Voilà, vous avez vu telle série, il est présent. Mais en réalité, l'enseignant doit dispenser le cours.
C'est-à-dire que pour les besoins d'éducation, pour les besoins de savoir-faire, du savoir-être et du savoir-savant, il faut dispenser les enseignements pour que ces enfants qui viennent puissent à leur tour nous remplacer, parce que nous sommes déjà en train d'aller vers la porte de la sortie. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les revendications, le thème que vous avez mis aujourd'hui en débat, demande à suffire que le gouvernement n'a pas suffisamment anticipé sur la sortie probable et certaine, voilà, des enseignants aujourd'hui. Vous avez vu depuis lundi dernier, on a vu des enseignants dans certains lycées, des élèves qui rentrent à 10h, 11h. Il n'y a pas de cours. Donc moi je pense que aujourd'hui, peut-être avec la sortie des ministres que nous avons aujourd'hui, des finances, de la fonction publique, de la réforme administrative, ainsi de suite. Bon, nous espérons que, véritablement, ces jalons tout, des solutions vont être trouvées pour que nos collègues retrouvent le chemin de l'enseignement. Parce que je vais vous dire une chose, ces jalons, aujourd'hui, on se rend bien compte que lorsqu'on veut plomber un État, on plombe son éducation. Vous pouvez vous imaginer, aujourd'hui à l'international, je vous parle et je sais de quoi je parle. Vous avez nos diplômes, parfois qui sont remis en cause, avec les États comme le Mali et le Burkina Faso qui sont en guerre. On va vous dire non, allez authentifier ces diplômes. Or, lorsqu'ils arrivent à l'étranger, on dit non, on les reçoit. Vous voyez, c'est compte tenu de tout cela. Donc nous invitons humblement nos dirigeants de régler les problèmes des enseignants. Imaginez-vous, les Lions jouent le 12 dernier. Imaginez-vous que le 11, ils disent qu'ils ne jouent pas parce qu'il n'y a pas les primes. Je vous assure, les primes seraient sorties. Donc moi, je plaide en faveur de nos collègues enseignants. J'interpelle le gouvernement humblement pour que ces problèmes doivent être résolus et trouver des solutions. Yves Abama, cette situation, moi je parle toujours de ce que le président a donné comme prescription en mars 2022. Pourquoi? Comment expliquer cet état de choses un an après? Oui, vous savez... Est-ce qu'on a fait mentir le président de la République? Non, je ne pourrais pas dire, je peux pas dire qu'on a fait mentir le président de la République. Je voudrais déjà me féliciter de la sortie des ministres d'hier parce que je peux vous rassurer que passant sur un plateau de télévision dimanche, je n'avais pas un certain nombre d'éléments. Ils ont déroulé, ils ont donné un certain nombre d'informations qui ont montré à l'opinion que, contrairement à l'idée qu'on faisait circuler, il y a des choses qui ont été faites et je me félicite de ce que... les enseignants qui sont de mauvaise foi? Non, pas qu'ils sont de mauvaise foi. Il y a des choses qui ont été faites. Les enseignants estiment simplement qu'elles ne sont pas assez suffisantes. Or, par rapport aux contraintes que l'État du Cameroun a, par rapport à l'état de notre trésorerie et aux problèmes que nous vivons dans ce pays depuis un certain moment, c'est quasiment... c'est un mensonge de faire croire aux enseignants que, j'en suis un, ces problèmes peuvent être réglés immédiatement, comme certains de nos adversaires politiques essayent de nous le faire croire. J'ai eu à rappeler que plusieurs économistes analysant notre situation actuelle ont démontré que l'État a des engagements qui ne permettent pas qu'il sorte toute cette cagnotte pour régler le problème d'un coup. Et voilà pourquoi vous avez entendu monsieur le ministre des Finances hier vous dire que le gouvernement a mis en place un plan d'apurement de cette dette. Je pense qu'aux enseignements secondaires, on parle de 3 milliards par mois. Au primaire, je pense que c'est un peu plus d'1 milliard. En fait, le problème est en train d'être réglé. Il se trouve que ce qui dérange beaucoup les enseignants, c'est le calendrier. Les enseignants estiment que le calendrier de règlement du problème est long. Et en même temps, je voudrais envoyer un petit message aux collègues, à mes collègues par rapport à cette affaire, parce que je peux vous assurer, au moment où je suis en train de tenir ce discours, beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des insultes, c'est des menaces, c'est autre. Ils insultent qui? Yves Abama? Yves Abama qui tient ce discours. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est-à-dire que dans la tête des collègues, oui, tenir le discours que je tiens, c'est être un traître, ce n'est pas aider la profession. Solidaire. Voilà. Et ils ont même pris une image de moi à droit de réponse, ils ont balancé dans un forum, on dit voilà, dès qu'on va obtenir nos avancements d'un coup, on va régler nos comptes à celui-là. J'ai l'impression que ce sont des méthodes qu'un certain parti politique a apportées ici et qui ne nous ont pas beaucoup aidés, c'est l'ensauvagement. Les enseignants sont des personnes qui, du point de vue de l'esprit, volent haut. Il faut que le débat continue à voler haut. Et on ne peut pas passer le temps à les caresser dans le sens du poil.
Il y en a qui disent, oui, on peut payer, faites tout pour qu'on bloque, on paye, parce que cela veut le blocage, ils veulent la radicalité, et ils se disent que ce qu'ils n'ont pas pu obtenir sur le plan politique, les anciens peuvent les aider à l'obtenir. C'est de bonne guerre. Ils sont les bloqueurs. Pourquoi vous ramenez maintenant ce plan je ramène parce que ça, non, je pourquoi si j'avais... Il y a un panéliste qui a dit ici, voilà, Serge-Henri Kelbé, il a dit, même dans le RDPC, il y a... Effectivement, il y a les militants. Si j'avais mon téléphone, si j'avais mon téléphone ici, je vous aurais montré... Vous ramenez tous les non, je dois vous montrer un peu... Je dois vous lire une des publications qui circulent dans les forats des enseignants depuis que cette affaire est arrivée. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on nous fasse perdre le sens de la réalité. L'État nous doit. L'État n'aurait jamais dû, cette dette, parce que pour moi, l'erreur de cette dette, elle est originelle. On n'aurait jamais dû laisser prospérer cette dette. Maintenant, l'erreur est là. Comment on fait pour la réparer? Est-ce qu'on la répare à coup d'invective, à coup de menaces ou à coup de chantage? On ne peut pas la réparer comme ça. On ne peut la réparer que de manière progressive, comme le gouvernement l'a proposé. Et je vais vous le dire, vous avez suivi, que ce soit dans les postures, que ce soit dans le déroulé des éléments, la posture extrêmement modeste des ministres qui étaient là, contrairement à l'image des menaces, parce que j'ai entendu dire, et ça, je profite pour condamner cet état de choses, le fait que des anciens soient menacés à gauche et à droite, l'attitude des ministres hier a montré qu'il n'y a pas de menace. En réalité, on est dans la poursuite de ce que le chef de l'État a demandé de faire. Maintenant, certains disent, bon, on nous invite au dialogue alors qu'on sait tout ce qu'il faut faire. Parce qu'une des raisons, et j'ai suivi sur ce plateau, une des raisons, c'est de dire que le gouvernement sait déjà, il n'a plus besoin d'inviter les anciens. On n'a plus besoin d'être là. Moi, je pense que c'est une posture qu'il faut faire évoluer. Lundi, par exemple, quand monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale convoque un dialogue, il faut y aller. C'est dans un dialogue seulement qu'on peut dire aux membres du gouvernement, messieurs les membres du gouvernement, le calendrier, nous le trouvons long, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le rétrécir? Et si on boycotte le dialogue, on donne le sentiment qu'on cherche à créer la radicalité, on cherche à créer l'impasse. Vous voyez? Donc c'est une situation difficile, on n'aurait jamais dû y entrer, mais maintenant qu'on nous y sommes, il faut qu'on en sorte. Et la meilleure manière d'en sortir, c'est pas la discussion, c'est pas l'épuisement des voies du dialogue. Et je ne suis pas d'accord. Il y a des enseignants qui pensent que c'est pas les poches où on peut trouver l'argent qui manque dans ce pays. Au regard d'un certain nombre de choses, ils mettent toujours sur la table le train de vie de l'État qu'il faut résoudre. Oui, les anciens... Ils disent qu'on peut résoldre ce problème. Oui, les anciens, et j'ai entendu ce discours. Et je vous assure que... le docteur Lucien Somba dit tout à l'heure, si les lions indomptables, le 11 septembre, disait, voilà, s'il n'y a pas de prime, on ne joue pas le 12 à Gawa. On aurait fait quoi? Vous savez, je ne suis pas... Je vais répondre un peu. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Oui. Je ne suis pas dans le secret des finances de l'État, mais je pense que le football, de manière directe et même indirecte, fait entrer dans ce pays un certain nombre de ressources qui font que les affectant au traitement des joueurs, au traitement des équipes, qu'il y ait toujours quelque chose à mettre sur leur table. Vous voyez? Donc, je ne veux pas revenir ici sur ce que la Coupe du Monde, notre participation à la Coupe du Monde nous a rapporté, ou alors même la participation à la CAN. Donc, quelqu'un pourrait vous rétorquer que gestion programme pour programme, ou alors budget par budget programme, c'est un argent du football. Peut-être on peut trouver même des limites à ce genre de raisonnement. Mais je voudrais dire que le raisonnement qui consiste à dire qu'on peut régler le problème à l'immédiat, donne le sentiment que l'argent est stocké quelque part et que le gouvernement n'a qu'à ouvrir une porte pour prendre ces milliards et venir les donner aux enseignants. Or, ce n'est pas ça. Le budget de la République se réalise au jour le jour. Au jour le jour, on réalise le budget. Quand on dit 6 000 milliards, il ne faut pas qu'on pense qu'il y a 6 000 milliards qu'on a stockés. On travaille ces 6 000 milliards, on les prend sur le terrain. Et vous savez, ces gens-là, on peut faire des prévisions. Dans la réalisation, ce n'est pas toujours ça. Au stade où on parle, je ne sais pas quel est l'état de réalisation de notre budget, mais je ne suis pas sûr qu'on est très avancé pour dire qu'on peut résoudre tous les problèmes qui se posent. Oui, l'enseignement est une priorité, oui, mais à côté de cette priorité, il y a d'autres problèmes et l'État est obligé de les résoudre. L'État ne peut pas dire, ce mois, je bloque tout, je règle seulement la question des enseignants. Vous voyez, dire ce que je dis, chez les enseignants, je vais passer pour un traître, mais pour toutes les personnes qui ont la connaissance du budget de l'État, c'est un discours rationnel. Et je préfère tenir à mes collègues le discours rationnel. Je préfère leur dire,
dénoncer les menaces qui sont faites à leur endroit, parce que si vous me dites qu'on a convoqué un enseignant dans une brigade, dans une gendarmerie parce qu'il a manifesté, je dirais que ce n'est pas normal. Si vous me dites qu'un commandant de brigade ou un gouverneur, comme on a vu quelque part à l'ouest, a fait ci ou ça, je dirais que ce n'est pas normal, il faut respecter les enseignants. Mais si vous nous dites que la situation doit rester en l'état, il faut qu'on satisfasse entièrement la demande, sinon on ne va plus dans les salles de classe, je vous dirais ça ne passe pas. Et je sors par un élément, parce que en même temps nous devons être justes. Est-ce que vous savez que les mêmes enseignants qui sont en train de faire, qui font un certain nombre de demandes dans les lycées, qui font grève parce que la dette n'est pas payée, va tranquillement à leurs occupations dans le privé. Ça peut donner un sentiment bizarre aux parents. Le parent peut avoir le sentiment qu'on essaye de tuer l'école publique pour laisser prospérer l'école privée. Or, vous savez, l'école publique, c'est l'école de tout le monde. C'est l'école de ceux qui ne peuvent pas payer le privé. Donc, on doit faire nos revendications, oui. Mais en faisant nos revendications, on doit prendre en compte les réalités budgétaires de l'État, la réalité économique du pays. Et sur cette base-là, on écoute, on participe au dialogue et on voit comment on trouve une porte de sortie. Brice Tolako, vous comprenez la détermination des enseignants, là, malgré tous les discours. Ils disent qu'ils ont lâché, entre guillemets, prise en 2022. Ils ont montré qu'ils ont leur bonne foi, mais ils ne comprennent pas qu'un an après, la situation n'est pas beaucoup évoluée. D'où le blocage depuis la rentrée 2023-2024. Oui, justement, nous comprenons cette préoccupation des enseignants et nous partageons également cette même préoccupation parce que dans chaque corps de métier, il y a un principe, la conscience professionnelle. Et en ce qui concerne le corps de métier des enseignants, c'est encore plus frappant à ce niveau. C'est encore plus pris en considération à ce niveau. Vous vous imaginez, lorsque vous êtes enseignant, j'ai quand même la chance de tenir la CREI depuis 2018 en ce qui concerne la formation des déclarants en douane. Je les forme depuis 2018. Et alors, lorsque vous avez des apprenants en face de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un programme des enseignements à suivre. Vous avez une fiche de progression des enseignements à suivre. Oui, vous avez aussi un programme des examens. Vous devez tenir la préparation des cours. Ces gens-là autour, c'est un chemin de croix. Parce que dans la préparation des cours, il y a la recherche pour éviter de se répéter chaque année. Parce que les cours que vous avez donnés l'année précédente, si vous reportez encore les mêmes cours l'année suivante, on va vous taxer de copieurs. Et pourtant, il y a un volet consacré à la recherche. Cette recherche permet également d'actualiser vos connaissances et de donner les nouvelles choses aux apprenants et même aux élèves. Je parle sur le contrôle des enseignants qui sont ici sur la table. Alors, lorsque vous finissez de faire ce travail-là et qu'à la fin vous réclamez vos dus, où vous êtes censé l'avoir, et que les pouvoirs publics qui sont censés vous apporter ce dû ne le font pas. Mais vous êtes même déçus à la limite. Et ces gens-là autour, croyez-moi, ce n'est pas de l'argent qui manque dans ce pays. Je voudrais prendre 2 exemples pour un peu fixer nos idées. En 2010, j'ai eu la chance, j'étais à Yaoundé. Nous sommes rendus compte que des joueurs, des footballeurs particulièrement qui partaient en Afrique du Sud, nombreux se sont retrouvés à l'hôtel Hilton avec des sacs, ce qu'on appelle à Yaoundé des sacs banjo. C'est-à-dire pour réclamer, pour prendre les primes de façon fraîche. Qu'on appelle ça comme ça? Non, partout, hein, c'est le sac banjo. C'est-à-dire, ils se sont retrouvés là pour décharger de l'argent liquide. Les primes de leur participation à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, de l'argent liquide. Et nous avons vu cet argent leur a été octroyé. C'était le droit. Et ils avaient le droit de réclamer cela. Plus tard que hier, le chef de l'État a signé un décret éclaircissant les avantages liés à certaines fonctions, notamment les fonctions des secrétaires généraux des communes, des régions, bref, des collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire que l'argent est là. Notamment des collectivités territoriales décentralisées. Mais nous sommes aujourd'hui déçus de voir qu'aujourd'hui, les enseignants ne parviennent pas. C'est-à-dire ces enseignants qui ont enseigné, qui ont appris comment tenir l'administration à ces administrateurs civils principaux, ne parviennent pas à avoir leur dû. C'est une déception. Lorsque vous voulez faire un état des lieux
de l'enseignement, vous vous rendez compte que ceux-là ont toujours été considérés comme étant des cadets sociaux. Et puisque le MRC est un parti qui porte l'avenir du Cameroun, je voudrais dire humblement que dès le début de cette affaire, le président élu, le professeur Maurice Kamto, a proposé 5 mesures. Et il se fait jamais tard de copier le bon exemple. On n'a jamais honte de copier le bon exemple. Le président Maurice Kamto a dit ceci. Première mesure, je veux rapidement citer, nous n'avons pas le temps de débattre de toutes ces mesures. D'abord, mettre sur pied une commission paritaire composée des départements ministériels concernés et des enseignants, dans le but d'abord de trouver une solution. Deuxième mesure, passer à l'apurement de 50% de la dette contractée depuis des années envers des enseignants. Et puisque certains nous font comprendre qu'il n'y a pas de l'argent liquide pour reverser, je dis bien, puisque certains nous font comprendre qu'il n'y a pas de l'argent liquide pour reverser dans les comptes des enseignants, alors passer par une titrisation des 50% restants. C'est-à-dire les enseignants qui détiennent le titre peuvent facilement aller négocier à la banque et ne pas attendre les 6 mois qu'une titrisation peut comporter et puis percevoir leur dû. Troisième mesure, le président a dit, dans un délai de 7 jours, les départements ministériels peuvent se concerter et puis passer au recrutement direct, à l'intégration directe des enseignants déjà recrutés. Mais vous allez voir un enseignant qui a 10 ans, il est toujours en cours d'intégration. C'est un problème. La quatrième mesure que le MRC a proposée, puisque aujourd'hui il ne s'agit pas seulement d'un problème politique, c'est un problème purement social. La quatrième mesure était de faire un collectif budgétaire, un correctif budgétaire, autant pour moi. Monsieur Yves Abama, vous dites justement qu'il n'y a pas de l'argent, mais allez faire un correctif budgétaire. Ça permettra de modifier certaines données. Bon, quand on fait le collectif budgétaire, l'argent sort. Je dis bien, dans le correctif budgétaire, il peut avoir des priorités qui soient modifiées. La priorité ne doit pas seulement être dans cette élément. Je voulais dire que non, je ne peux pas vous permettre. C'est mon temps de parole, Yves. Si les indicateurs, on a des éléments qui nous montrent que nos indicateurs économiques, au moment où on élaborait le budget, ont changé. Par exemple, la dernière fois, le prix du pétrole, on faisait le budget, on avait tablé sur un baril peut-être à 50 à 60. Le baril a grimpé, on est obligé de venir faire un collectif budgétaire. Attendez, Yves. Il est bien vrai que le cas Covid est un cas social. Mais le cas des enseignants aussi est un cas social. Vous avez fait un correctif budgétaire, non? Pour résoudre le problème Covid. Bon, vous parlez de choses. Mais pourquoi donc ne pas faire ce même correctif à ce qui concerne le problème des enseignants? Et c'est ce que le MRC a proposé. Et la cinquième mesure, c'est j'allais autour, ce que les Camerounais doivent aussi retenir. C'était que le gouvernement doit supprimer les tracasseries administratives qui rendent les décisions, on a pris des décisions lourdes. Vous avez suivi, monsieur le ministre de la fonction publique hier. Je pense que nous sommes quand même dans un plateau éducatif. Vous avez parlé, je vous ai suivi. Pourquoi vous ne supportez pas la Non, je vais vous donner un élément que vous n'avez pas. C'est-à-dire, Yves, il y a aussi des tracasseries administratives qui empêchent l'avancement des dossiers. Et c'est ce que le MRC a proposé. Il faut supprimer systématiquement ces tracasseries administratives qui empêchent l'avancement des dossiers. Comment un enseignant, 10 ans après, peut être en cours d'intégration? Je suis d'accord avec toi. Mais le ministre si vous êtes d'accord avec moi, à cet élément. 10 ans après peut être en cours d'intégration. Pendant ce temps, puisqu'il y a également une injustice criable à ce niveau, pendant ce temps, certaines personnes de même promotion, à moins de 2 ans, sont déjà intégrées. Ils ont déjà leur appel. Ça veut dire justement, il y a une injustice sociale à ce niveau. Donc voilà au moins les 5 mesures que le président élu, le professeur Maurice Kamto, a également proposé. Et il ne se fait jamais tard. Vous pouvez également copier ces mesures pour résoudre le problème. Docteur Luisin Issoba, dans cette crise-là, on sent que les enseignants ne sont pas... Vous avez parlé du poids, la place que l'enseignant occupe. On a toujours l'impression que l'enseignant dans certaines localités du Cameroun est toujours considéré comme quelqu'un qu'on peut intimider. Il y a ce mot-là qui revient, l'intimidation. Les gens sont en train de revendiquer certains droits, mais on met en avant l'intimidation. Est-ce que ça ne participe pas de, entre guillemets, de la radicalisation de certains? Oui, bien évidemment, c'est genre tout. L'État ne doit pas
toujours être un État du bâton, c'est-à-dire un État qui frappe à tous les coups. Je crois que la logique de la conception de l'État managérial aujourd'hui est celle qui prévaut. C'est-à-dire un État qui anticipe, un État qui règle les problèmes de manière pacifique, qui écoute, qui ne brandit pas toujours l'arme du bâton. Parce que je vais vous dire, vous avez fait des émissions ici où nous avons suivi la sortie de certaines autorités administratives qui évoquaient l'idée de ce que les enseignants qui ne seront pas là seront identifiés, seront traqués, seront... Moi, je pense que dans une logique où il faille mettre en avant le dialogue et la concertation, il ne faut pas toujours brandir le bâton. Parce que l'État est déjà puissant. C'est-à-dire que l'État, en lui-même, dans sa conception, est un État de puissance, est un État d'autorité, c'est un État de commandement. Donc, on ne peut plus régner cela. Mais ce qui se passe, c'est que face à une difficulté ou face à un problème qui naît, il est toujours bon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si moi j'avais été, par exemple, ministre des enseignements secondaires, un mois avant la rentrée, j'aurais pu convoquer, par exemple, les proviseurs, j'aurais pu convoquer les états généraux de l'éducation pour dire, bon, voilà, l'année dernière, nous n'avons pas intégralement ou globalement résolu le problème des enseignants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la rentrée soit effective et qu'elle se déroule sans heurts? Vous voyez que ces gens-là, on aurait à la suite de cela trouvé des solutions. Et je vais vous dire, les enseignants ne demandent pas beaucoup. Vous voyez, s'il y a 100% qui est demandé, si vous leur donnez même 25% ou 30% ou 40%, je pense que dans la conscientisation qui est la leur, en termes justement de la dispensation du savoir, cela va se mettre au service de l'État. Parce que c'est aussi ça, l'enseignant, se mettre au service de l'État en dispensant le savoir. Mais lorsqu'il fait toujours brandir l'arme, c'est-à-dire que de la baguette, du bâton, ça devient assez compliqué. Et c'est ce qui, à mon sens, tenter de radicaliser le mouvement. Parce que, comme vous voyez, je vous ai dit aujourd'hui que dans la technique de la mise en grève, vous savez, quand on fait grève, il y a ceci que la loi nous indique de faire le service minimum. C'est-à-dire que si, moi j'ai souvent vu, peut-être j'ai 3 heures de cours, si je fais grève, j'ai l'obligation de faire 1h30 de cours, et les autres 1h30, je ne fais plus cours parce que je manifeste mon état de grève. Donc, nous invitons aussi nos collègues à savoir que la loi qui encadre justement l'éducation et surtout la manifestation de la grève leur impose de faire le service minimum ou minimal en temps de grève. Parce qu'il faut aussi le souligner, nous sommes dans un état de droit. Maintenant, ce qui va se passer en réalité, c'est que nous condamnons toujours le fait qu'il y a toujours l'arme, justement, de la pression, de l'intimidation qui est brandie. Toujours une épée de Damoclès. Toujours une épée de Damoclès qui plane. Vraiment, et c'est en cela, j'aimerais le souligner avec force et vigueur pour indiquer que c'est en fait ça qui radicalise le mouvement. Si les autorités, et je l'ai dit tout à l'heure, utilisent le sens de l'anticipation, vraiment ça va nous éviter tout cela. Nous aurons des rentrées qui se feront en toute sérénité, en toute effectivité. Non, vous direz que de l'autre côté, il y a le ministre du Travail, de la Sécurité sociale, qui est dans le dialogue social. Et lundi, c'est les enseignants qui ont fait de la politique de la chaise vide. Bon, là-bas, c'est les travailleurs, bien entendu. Non, les enseignants. Les enseignants, bien entendu. Oui. Je dis bien, ok. Mais ce qui se passe, c'est que... Bon, peut-être, et c'est en cela que moi je dis, lorsqu'on vous tend la main, même si c'est en période où vous manifestez un état de grève, il faut toujours récupérer la main qu'on vous tend. Parce que je suis de ceux qui pensent, et j'aime à le dire... Est-ce qu'ils n'ont pas tiré le son des précédents? Il y a eu des précédents quand même. Écoutez, vous savez... Parce que vous voyez quelqu'un agir, il se dit, bon... Vous avez tout à l'heure suivi la logique de la démonstration de Yves Abama, qui indiquait que l'État ne peut pas résoudre à la fois et totalement tous les problèmes des enseignants qui sont posés. Par une baguette magique. Voilà, par une baguette magique. Moi, ce que je pense, c'est simplement qu'il y a d'abord la priorité qui est accordée à ces revendications. Vous voyez aujourd'hui un problème qui date de depuis. Et le président a pris des prescriptions, a donné des prescriptions. Pourquoi c'est seulement tous ces derniers moments qu'on a un assemblage de près de 7 ou 8 ministres? Cela aurait pu être fait bien à l'avance. C'est pourquoi je parle aujourd'hui de l'anticipation. Donc, alors, quand vous voyez aujourd'hui la sortie des ministres,
elle semble être une sortie qui apaise les enseignants. Mais maintenant, tout doit se réaliser sur le plan de la pratique. Savoir que... Une sortie qui se justifie peut-être par la gravité du problème. Mais oui, bien entendu. On n'a jamais vu ça. Vous avez vu les chiffres. C'est inédit. Mais c'est jamais tout. Mais j'ai eu froid d'eau quand j'ai suivi les chiffres qui ont été avancés par les ministres, surtout sur la fonction publique, du nombre d'intégrés, du nombre de problèmes résolus. Mais on se pose donc bien évidemment la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait donc problème? Si on a tous ces éléments qui attestent que, effectivement, des chiffres qui sont évoqués sont ceux que l'on vit sur le terrain. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on passe du discours politique à la réalité pratique. C'est-à-dire que résoudre véritablement ces problèmes en intégrant tous ces enseignants, en leur avançant une partie. Parce que, imaginez-vous ces gens-là autour. On vous recrute et on vous envoie à Kolofata. Voilà. Au dernier détachement de l'État, vous n'avez même pas 5 francs. Comment vous faites pour y aller? Comment vous faites pour y vivre? Donc vous voyez donc que forcément vous laissez la famille. Forcément vous laissez la famille. Voilà, ça veut dire que tout devait être budgétisé. On vous recrute, on sait qu'on vous envoie à Kolofata, on dit bon voilà, pour y aller, voilà une première partie, une somme qu'on peut donner à l'avance pour permettre à l'enseignant véritablement de s'installer. Je finis par une digression sur Jean-Claude. Vous voyez, vous n'avez même pas posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe à l'enseignement supérieur aujourd'hui? Pourquoi c'est calme depuis près de 3 ans? Vous avez remarqué que le ministre d'État... Depuis 3 mois, on dit depuis 3 mois, vous êtes... Non, pas 3 mois. Nous, depuis 3 ans. Depuis près de 3 ans. Vous avez remarqué, est-ce que non, vous avez... je dis les primes tombent de tous les 3 mois. C'est ce que je voulais donc vous dire, que le ministre d'État, le ministre d'Enseignement supérieur, a finalement compris. Et d'ailleurs, c'est une prescription du chef de l'État qui lui a dit, monsieur le ministre, on ne veut pas entendre les bruits dans les universités. Et c'est pourquoi nos primes tombent maintenant, même avant même échéance. Okay. Et même si ça tombe de manière, comment dire, ça ne tombe pas de manière globale pour toutes les nations. Par exemple, celle qui est là présentement, qui passe, moi je n'ai pas encore touché. Donc, que fait le ministre? Non, rien ne dit que vous n'avez pas encore touché. Non, je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, pour régler le problème, le ministre d'État procède par tranche. Ça fait le seul que moi je ne peux plus me mettre en route aujourd'hui parce que je sais que les autres collègues ont déjà pris leur prime. Donc moi je n'attends que tranquillement la mienne. Donc c'est pour dire que voilà les stratégies qui peuvent politiquement viser à terre les revendications que nous voyons aujourd'hui. Justement, il va pas mal. Docteur Luison parle de l'anticipation. Les mouvements OTS, ils ont lancé avant la rentrée. Ils ont dit qu'à partir du 4 septembre, nous allons observer Opération Crémant. Et on n'a pas entendu le ministre des Enseignements secondaires. Oui. Ce n'est qu'hier qu'on a vu. Ça, la première fois. Oui, on a pas C'est le ministre Oona qu'on a vu lundi. Où est passé le ministre? Oui, on n'a pas entendu le ministre des Enseignements secondaires parce que... Pourquoi le Cameroun est particulier toujours? Il vous souvient que... Il va pas mal. Pourquoi Non, sois sérieux. Les ministres, sérieux. Les enseignants, il y a un blocage ça fait 3 semaines, vous imaginez? Un enfant revient, il n'a rien fait. Le ministre, on ne voit pas le ministre. Comment on va expliquer ça? Oui, on voit le ministre, la première fois qu'on voit le ministre, c'est par rapport à cette conférence de presse conjointe. 3 semaines après. Oui, sans jouer les avocats de mon ministre, et encore que je jouerais ces avocats, que ça ne dérangerait pas. Je voudrais dire bon, en fait, si vous le dites. Je voudrais dire qu'en réalité, Madame la ministre n'est pas sortie parce que OTS 3 semaines permettez, OTS 1, dans sa première phase, avait démontré que le problème n'était pas seulement aux enseignements secondaires, c'était un problème général. Et si elle n'est pas sortie, je me dis en coulisses, parce que la sortie d'hier, vous allez bien, imaginez-vous que c'est une sortie qui a été préparée. Quand on vous donne ces chiffres, vous comprenez que les gens ont travaillé sous cap pour nous les sortir. Donc ça a été préparé. Elle ne pouvait pas sortir, le problème était déjà global. Mais je vous fais remarquer que lors de la 2e semaine de la rentrée scolaire, Madame le ministre a donné instruction à tous les délégués régionaux d'aller discuter avec les enseignants. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral sillonner les établissements scolaires. Il dit bien discuter. Elle a même fait une circulaire pour dire au chef d'établissement, et cette note, pour dire au chef d'établissement, allez discuter avec les enseignants. Et elle fait cette note au moment où il revient que
à l'intérieur du pays, de part et d'autre, les enseignants seraient menacés. Elle a dit non, allez discuter avec les enseignants, essayez de leur expliquer un certain nombre de choses. Il se trouve simplement que la situation prospère. Pourquoi? La situation prospère parce que les enseignants ont le sentiment que, personnellement, je qualifierais de légitime. Ils ont le sentiment que la question de fond n'est pas en train d'être réglée. OTS 1 a prospéré. Pourquoi? Il a prospéré. On s'est arrêté. Pourquoi? Il s'est arrêté parce que le plus gros des enseignants se situait dans cette affaire de rappel des 2 tiers. Oui. Dès qu'on a payé les rappels des 2 tiers, les gars se sont calmés, tout le monde est allé en classe. Et quand vous prenez OTS que je pourrais qualifier de 2, le plus gros du problème, c'est quoi? C'est les rappels des avancements. Or, c'est beaucoup plus d'argent que les 2 tiers. Et c'est un argent, comme je l'ai dit, que cela ne plaise pas aux enseignants, mais c'est la vérité. C'est un argent que le gouvernement ne peut pas sortir d'un coup. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir toujours les leaders syndicaux aux discussions, aux négociations. Quand le ministre convoque une discussion, une rencontre, il est urgent, il est utile de venir s'asseoir pour dire à monsieur le ministre, écoutez, vraiment, le gouvernement a proposé ci, le gouvernement a déjà fait ça, et contrairement à l'idée qui circule que le gouvernement n'a rien fait, le gouvernement a fait beaucoup de choses. Vous avez lu quelques chiffres là. Il y a des choses qui ont été faites. Mais les enseignants, par rapport à la situation, par rapport au fait que ça date, estiment que c'est pas assez, ça ne va pas à une vitesse qui leur sied. Mais c'est la vitesse qui sied à la situation économique du pays. Et je voulais prendre un autre élément tout à l'heure. J'ai été heureux que le docteur Louison l'évoque, le service minimum en temps de grève. C'est-à-dire qu'une idée qu'on a mis dans la tête de certains collègues, c'est qu'il faut tout bloquer. On est en train de faire grève. Et quand vous essayez de leur dire, on ne peut pas, la grève sauvage, ça ne peut nous mener nulle part. On fait grève, on met en place un service minimum, on vous dit, c'est une traite. Voilà ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes et qui donnent toujours le sentiment que nous sommes infiltrés. Or, on pose un problème extrêmement sérieux. Je vais prendre un autre. Oui. Service minimum. Oui. Bon, vous avez combien d'heures de cours, si ce n'est pas indiscret? Vous avez combien Bon, animateur pédagogique de mon état, je suis à 13 heures de cours. Par semaine. Vous les remplissez entièrement? Oui, pour le moment, je remplis intégralement. Vous ne faites pas le service minimum? Actuellement, je remplis intégralement mes 13 heures de cours, comme beaucoup de mes collègues. Ouais. Ça, il faut le dire. Et parce que, voilà notre élément. Ils vont encore tirer sur moi. Beaucoup de collègues. Je suis là pour vous dire de vérité. Ça veut dire que c'est la leur. Oui, c'est la leur. C'est la leur. Je suis là. Suivez, je suis là pour vous dire la vérité. Oui. Vous pouvez prendre votre caméra, vous venez par exemple dans mon lycée à Daido, parcourir d'autres lycées. Il y a d'autres lycées, on vous dit c'est aux arrêts total. Oui. Mais je vous dis que dans mon lycée, beaucoup d'enseignants font cours. Moi particulièrement, je fais cours. Et je fais pourquoi? Il vous souvient que l'année dernière, je suis venu sur votre plateau, je vous ai dit, je suis entré en grève. Et je vous avais expliqué les raisons. C'est-à-dire que j'arrive au lycée un matin, je trouve tous les collègues qui sont sur la cour, personne ne va en classe. Alors, et je essaie de regarder, je me dis, bon, pourquoi moi j'irai en classe? Je suis allé m'asseoir avec les collègues et je vous avais pris une image pour vous dire que quand vous allez au village et que vous trouvez tout le monde assis sous l'arbre, vous ne pouvez pas aller dans la maison. Or, si vous allez au village, vous trouvez qu'il y a quelques personnes sous l'arbre, d'autres sont dans la maison, vous allez faire comment pour ne pas aller dans la maison et revenir dire bonjour à ceux qui sont sous l'arbre? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que cette année, c'est parce que oui, cette année, voilà en classe. Et ce que je suis en train de dire là. L'année passée, vous êtes resté dehors parce que tout le monde était dehors. Et ce que je suis en train de dire, une fois de plus, ça va énerver les anciens, mais c'est le discours de la réalité. Il faut qu'on sache ce que nous sommes en train de faire. Si on a dit, on est en train de faire grève, on se dit, ok, toute grève doit être accompagnée d'un service minimum, parce que mine de rien, il est inadmissible que les enfants viennent dans les lycées, rentrent sans cours, mais ceux qui sont dans les collèges privés rentrent avec tous leurs cours, parce que les enseignants qui font grève au lycée et qui enseignent là-bas ne se permettent pas de manquer une heure. C'est injuste. C'est totalement injuste. Et parlons des conditions de l'enseignant, parce que Serge Alain, vous avez été dans votre passé enseignant, quelqu'un me l'a révélé. Oui. Vous savez très bien que les enseignants les plus traumatisés, les plus maltraités de ce pays sont dans le privé. Vous le savez. Il vous souvient que sur ce plateau, j'ai déploré une situation où des enseignants de 3 collèges de Douala, dont je tais les noms, m'écrivent au mois de mars pour me dire qu'ils n'ont pas de salaire depuis le mois de février. Vous voyez? Donc, je proposerai également à l'État
d'ouvrir un peu, de regarder un peu de près cette situation-là. Parce que les gens se font beaucoup d'argent sur le dos de l'enseignant. Imaginez un jeune qui a sa licence, qui travaille dans un collège privé et qui est payé peut-être à 150 000 francs sur 12 mois. Je vous assure, pour lui, ce n'est pas le paradis, mais c'est déjà quelque chose qui fait qu'il ait les pieds sur terre. Vous voyez? Or, on a le sentiment que la plupart des fondateurs roulent carrosse. On maltraite nos collègues qui n'ont pas la chance d'être fonctionnaires. Nous qui sommes fonctionnaires, on profite pour venir prendre un certain nombre de subsides à côté. On se dit tout va bien. Et quand on fait grève, ça va dans tous les sens. Il faut qu'on pense à un règlement holistique des problèmes de l'enseignant au Cameroun. Si on les pense de manière sectorielle ou alors par statut, on va dire ok, aujourd'hui on règle les problèmes des enseignants fonctionnaires. Demain, on va penser à régler les problèmes des enseignants vacataires ou des enseignants du privé. Je vous assure, on n'en finira jamais. Et voilà des raisons qui doivent pousser les représentants des enseignants, si tant est que ce qui les motive, c'est l'intérêt de la profession, à aller au dialogue, à aller à la discussion, qu'elle est convoquée. C'est Jalon, vous avez posé une excellente question. Même si je suis mal placé pour apprécier la pertinence des questions que vous posez. Mais vous avez demandé tantôt pourquoi le ministre Grégoire Ouna, pourquoi le ministre du Travail, le ministre Grégoire Ouna. Je voudrais vous dire que nous sommes à l'heure de la politisation, à l'heure où le parti au pouvoir politise une affaire sociale. Oh là là. Il est bien vrai que la question... Il est dans le... Je vais m'expliquer. C'est son rôle, c'est le rôle de monsieur le ministre de dialoguer avec les syndicats. Soyons disciplinés. Je le suis, je te donne juste la réplique. Je disais tantôt que nous sommes à l'heure de la politisation d'une affaire sociale par le gouvernement en place. Il est bien vrai que les enseignants de sciences politiques nous font comprendre que une crise politique est d'abord sociale. C'est vous qui politisez. Et ça subit d'abord une phase qu'on appelle la phase de politisation. Quand ton président était au gouvernement, on payait les enseignants comme ça. Il n'a jamais parlé, il était ministre. Laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi Monsieur, quand il était ministre, il n'a jamais touché sur la situation des enseignants. C'est quand il devient opposant qu'il constate qu'on paye mal les enseignants. C'est quand même extraordinaire. Dis donc. Je disais tantôt que le parti au pouvoir politise l'affaire. Rappelez-vous des élections locales. Tout le même Grégoire Ouna est allé faire tomber un parti politique dans l'Union Ekele. Partout où il y a un problème, c'est le même ministre qu'on envoie. Là, ils savent très bien que c'est un acteur qui est capable de faire plier certaines choses. Bon, ça veut dire que vous avez sa compétence. Je dis, là, nous ne sommes plus dans un cas d'un problème social comme celui des enseignants. Non, vous l'avez politisé. Oh. Parce que justement, ces gens-là, votre question est la bienvenue. Pourquoi? Parce on se serait attendu que, par exemple, le ministre des enseignements secondaires fasse une sortie. Non, je dis, on a constaté le ministre des Finances. Ça veut dire que le ministre des Finances également se pose un problème global, réponse globale. Mais quand même, soyez disciplinés, prof. Soyez disciplinés. Oh là là. On se serait attendu également que le ministre des enseignements secondaires fasse une sortie, que le ministre des Finances, éducation de base fasse une sortie, que le ministre des Finances fasse une sortie, que le ministre de la fonction publique également fasse une sortie, que même les services du Premier ministre également fassent une sortie. Mais malheureusement, on vient voir un homme politique qui fait une sortie face à un problème qui ne nécessite pas la politique. Donc, être ministre du Travail, c'est une fonction politique. Je veux comprendre. Alors donc, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre que nous sommes en face. On aurait eu la même situation. Nous sommes en face d'un problème social qui mérite bien qu'on y apporte une solution. Malheureusement, le pouvoir en place est en train de le politiser par tous les moyens. La seule solution qu'on demande, c'est de régler. Les enseignants ne vont pas vous aider à arriver au pouvoir. C'est de régler votre dette. On n'arrive pas à étudier sur le dos des enseignants, Brice. Alors, par exemple, ceux qui sont en cas en face, c'est-à-dire le gouvernement qui ne fait absolument rien du tout, nous fait comprendre qu'il n'y a pas de l'argent. On se pose donc la question, mais comment se fait-il que vous dites qu'il n'y a pas de l'argent? Pourtant, il y a des mesures vous permettant, rien que la réduction du train de vie. Fait une comparaison des lois de finances sur 3 ans. Je dis bien la réduction du train de vie des hauts commis de l'État peut facilement permettre à résoudre ce problème social. C'est un problème social. Nous ne pouvons pas seulement parler aussi de la réduction du train de vie. Il y a tellement de niches de financement qui permettent régulièrement de résoudre ce problème. Mais malheureusement, vous ne les exploitez pas. Au lieu d'apporter une solution concrète, vous voulez simplement politiser la solution, politiser le problème, ce qui n'est pas tout à fait normal. Le MRC vous a proposé des solutions et nous invitons... C'est 5, non? Voilà, merci. Voilà, monsieur, dans un instant, Udin Gonomala pour le 20h le plus attendu de la planète. Et après cela, Equinox Soir, deuxième partie.
le temps du débrief.